Web Créateur, épisode 37, c'est parti! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 37, les Web Créateurs, c'est Vanak et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview d'Emmanuel Turquet. Alors Emmanuel, c'est quelqu'un avec qui j'adore discuter, c'est quelqu'un qui est passionnante et passionné par son sujet qu'est la cuisine thérapie. C'est elle qui a inventé le concept en France. C'est même elle, c'est ce qu'elle nous partage dans l'interview, qui a priori aurait inventé le concept tout court. Et pour le coup, je trouve ça assez génial de voir l'évolution du concept, d'avoir l'histoire de son parcours jusqu'à arriver où elle en est aujourd'hui, où elle est en pleine phase d'expansion, en pleine phase d'accélération par rapport à son business. Et en fait, c'est ça que j'adore avec Web Créateur, avec toutes les interviews que je peux faire, c'est que je peux très bien faire des interviews de personnes qui sont déjà bien installées depuis plusieurs années, comme Maxence Rigotier, comme Alex Roth, comme Alex Cormon, et j'en oublie sûrement plein d'autres. Mais j'adore aussi voir des personnes qui sont au début de leur histoire entrepreneuriale, ou presque, qui sont en phase de transition ou en phase d'accélération, comme c'est le cas aujourd'hui avec Emmanuel. Vous allez le voir, c'est un épisode passionnant. Emmanuel est quelqu'un que j'adore, quelqu'un avec qui j'adore discuter, et j'espère que vous allez trouver autant d'intérêt que moi j'ai pris de plaisir à le réaliser avec Emmanuel. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de plonger dans l'interview et je vous reprends juste après. Salut! Salut Manu, comment tu vas aujourd'hui? Salut Vanak, ça va super bien, très heureuse d'être ici. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Pour les personnes qui te connaîtraient pas, en tout cas je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui te connaissent dans mon audience, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Avec plaisir. Alors moi je m'appelle Emmanuel Turquet, je suis la fondatrice de la cuisine thérapie en France. La cuisine thérapie c'est quoi? C'est utiliser la cuisine sans recette pour accompagner des personnes vers le mieux-être et le développement personnel. Après, je pourrais en parler des heures, mais je vais... On va en parler pendant au moins une heure. Et comment, quand tu disais, moi c'est un domaine que je connais peu, je ne connais que depuis que je te côtoie au travers d'un programme dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et, comment t'es venue l'idée? Est-ce que tu as eu des inspirations? Tu disais que tu étais la créatrice en France, mais tu as eu des inspirations venant de l'étranger ou... Non, c'est vraiment un concept que j'ai inventé from scratch, comme on dit. D'accord. Moi, il y a quelques années, quand je recevais à dîner chez moi, je m'y prenais des semaines à l'avance à compulser des livres de recettes, à la recherche du menu le plus savoureux, le plus équilibré possible pour faire plaisir à mes invités. Donc, j'adorais cuisiner, bien sûr, mais on peut dire que j'étais quand même un peu perfectionniste, un peu contrôlante en cuisine. J'avais à cœur que tout soit parfait. Et je mettais même le réveil à 6h du mat, puisque je travaillais à l'époque, j'étais salariée, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Du coup, je mettais le réveil à 6h du mat pour être fin prête le soir, pour vraiment, parce que j'avais vraiment à cœur de leur faire plaisir. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande, loin de tout et aussi loin de mes recettes. Et là-bas, j'ai appris à cuisiner complètement différemment, en me fiant uniquement à mon imagination et à ma créativité, en lâchant avec l'objectif de résultat. Et j'ai découvert du coup qu'en rentrant en France, que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante, plus spontanée, plus créative, et que ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée d'utiliser la cuisine sans recette pour aider des personnes à mieux se connaître, à dépasser des blocages, à se faire confiance, à découvrir des facettes peut-être inexplorées de leur personnalité. Et je me suis rendu compte, plus de 2 ans après avoir créé la cuisine thérapie en France, qu'il y avait une personne, une américaine, mais qui faisait ça, je sais plus, dans le Minnesota, je sais même plus où, mais de façon tout à fait confidentielle, comme moi d'ailleurs à l'époque, et qui du coup avait eu cette idée là aussi. Mais vraiment, quand j'ai créé, cuisine thérapie, ça n'existait pas. Okay. Et t'es allée en Nouvelle-Zélande
Avec cette intention-là ou non, Pas du c'était tout. un voyage Non. purement... C'était un voyage pour mettre plein de choses à distance parce que je sentais que j'avais envie de changer de vie professionnelle, Ok. que j'étais pas très loin du burn-out parce que je bossais comme une folle et que j'arrivais plus à me retrouver dans ce travail-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais me mettre loin de tout pour retrouver un petit peu mes essentiels et voir ce qui était important pour moi. Donc, c'était un voyage purement perso à la base. Et c'est vrai que là-bas, du coup, j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai découvert pas mal de choses. Et puis au retour en France, je me suis dit, j'ai pas trouvé ce que je veux faire, je vais faire un bilan de compétences. Et c'est à Mhm. l'issue de ce bilan que j'ai refait le lien entre ce qui s'était passé pour moi en cuisine en Nouvelle-Zélande, tout ce que j'avais lâché là-bas de mon perfectionnisme, de mon côté à vouloir tout organiser, tout contrôler, etc. Et Mhm. le fait que j'avais cuisiné différemment. Donc ça s'est fait au retour en France, mais suite à cette escale longue durée de quelques mois en Nouvelle-Zélande. Plusieurs mois, du coup, t'es parti en Nouvelle-Zélande? Je suis partie 4 mois en fait. Donc, D'accord. Et c'était vraiment en quelle année, juste pour essayer de resituer je suis partie en fin d'année 2012 et donc rentrée en France tout début 2013 et avec un bilan de compétences que j'ai fait durer sur 6 mois parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire maturer. Et du coup, j'ai eu l'idée de la cuisine thérapie dans les tout derniers jours de mai 2013 et j'ai lancé 1 an et demi après le temps de me former puisque à l'époque j'étais salariée comme je le disais et j'avais Mhm. vraiment envie de préparer mon départ le plus proprement possible en fait. D'accord. Et du coup, tu travaillais dans quoi à l'époque? Tu étais Alors, salarié dans quoi? ouais, alors rien à voir. Moi, j'ai une formation en école de commerce, donc vraiment un truc assez classique, un parcours très académique, etc. Et j'ai Mhm. bossé dans une grosse boîte, NG, pour ne pas les citer, pendant 15 ans, Ok. et vraiment sur des sujets marketing, gestion de projet, communication, internet, etc. Donc vraiment rien à voir avec la relation d'aide dans laquelle j'ai plongé la tête la première en début, enfin courant de l'année 2013. Mais ça a été du coup un vrai changement de vie et c'est pour ça que j'avais envie de préparer très soigneusement tout ça en me formant pour être en capacité d'accueillir des publics très variés et puis de me sentir sereine dans à peu près toutes les situations. Ok. Quand tu parles de formation, c'est des formations de quel type? D'encadrement, de coaching, de, je Alors sais en pas, fait, j'ai fait une formation d'art thérapie, puisque finalement la cuisine thérapie, c'est très inspiré d'art thérapie. L'art thérapie, peut-être pour ceux qui connaissent pas, ça consiste à utiliser un médiateur artistique qui peut être la peinture, la sculpture, le théâtre, la danse, et de Mhm. proposer à des personnes de créer, de passer un moment en créativité pour lâcher avec le mental et voir ce qui peut émerger. Et du coup, la cuisine thérapie, c'est très clairement inspiré de l'art thérapie. Donc du coup, je me suis formée effectivement à l'art thérapie, mais je me suis aussi formée à la relation d'aide, à la PNL, la processcom, l'analyse transactionnelle, sophrologie ludique et j'en passe, pour encore une fois vraiment me sentir sereine parce que l'idée c'était bien sûr de démissionner, enfin de négocier une rupture conventionnelle avec ANJ, mais bon, de lâcher pour de vrai cette fois-ci, et je dis cette fois-ci parce que j'avais créé quelque chose quelques années auparavant, mais du coup de vraiment lâcher le bord de la piscine cette fois-ci, et du coup de me sentir la plus prête possible par rapport à cette reconversion à 180 degrés, quoi. Ok. Comment ça a démarré? Donc après t'être formé à l'art thérapie, quelles ont été les premières briques que tu as mises en place? Parce que je crois que par la suite tu as écrit deux livres, c'est ça? 2 livres, oui. J'ai Ouais. écrit 2 livres aux éditions Jouvence. Alors, comment ça a démarré? Donc, on est en janvier 2015. Hein, je m'installe à mon compte. J'ai lâché avec NJ. Ça a démarré tout doucement, en fait, parce que au départ, j'ai démarré avec le site internet, les réseaux sociaux, essayer de créer beaucoup de contenu. À l'époque, je tenais un blog une fois par semaine. J'avais un nouvel article sur le blog. Donc, j'essayais vraiment de préempter un territoire qui n'existait pas jusque-là, qui était celui de la cuisine thérapie. J'ai commencé aussi à jeter des premiers contenus pour pouvoir être en capacité d'écrire ces 2 livres qui sont arrivés assez vite finalement dans le parcours. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premiers ateliers, bien sûr. Alors, au départ, avec le grand public et puis des publics type maison de retraite, patients toxicaux. Et puis très vite aussi avec des grandes entreprises, donc avec du coaching d'équipe où là, je parlais évidemment pas de cuisine thérapie parce que c'est un terme qui peut éventuellement échauder quand on est dans le milieu de l'entreprise, mais c'était de l'improvisation culinaire et c'est exactement le même principe. C'est en fait lâcher prise en créant en cuisine sans objectif de résultat et voir, essayer de décrypter ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire en termes de mode de fonctionnement, de comportement, aussi bien au niveau individuel qu'au collectif. Donc ça a vraiment démarré progressivement finalement.
parce que moi je trouve que l'aventure entrepreneuriale c'est d'abord et avant tout une aventure personnelle et qu'il y a eu pas mal de résistance et de blocages que j'ai eu besoin de faire sauter les uns après les autres, qu'il y en a encore beaucoup, je pense, mais qu'en tout cas le terrain est un petit peu mieux préparé qu'il ne l'était en janvier 2015. Et du coup, le rythme finalement de la cuisine thérapie en France, ça a été mon rythme. Je dis souvent que si c'était quelqu'un d'autre qui avait développé ce concept, peut-être que ça aurait pu faire un carton au bout de 18 mois. Moi, ça a suivi mon rythme parce que j'avais des choses à casser au niveau croyance, au niveau croyance, exactement, au niveau blocage personnel, etc. Est-ce que, pour revenir à ça, est-ce que tu as eu des entrepreneurs autour de toi auparavant ou est-ce que, à ta connaissance, enfin, dans ton entourage proche, tu es la première, entre guillemets? Ouais, j'ai été la première, enfin je suis la première, et c'est clairement tu touches du doigt quelque chose d'essentiel, c'est que en effet dans les blocages que j'avais, il y avait le blocage aussi de prendre ma place en tant qu'entrepreneur et d'accepter d'élargir un peu mes ailes, d'occuper l'espace que j'étais en train de me créer, et le fait de ne pas avoir de source d'inspiration d'autres entrepreneurs à mes côtés, je pense que clairement si c'était à refaire, je me mettrais tout de suite dans un programme de coaching collectif ou de coaching individuel, enfin pour être vraiment aux premières loges par rapport à des gens pour qui ça fonctionne bien, qui puissent me tirer vers le haut, etc. Et ça, j'ai tardé à le faire. Alors, je vais pas dire que c'est un regret au sens où les choses, je suis persuadée que les choses arrivent quand on est mûr pour les accueillir. Mais malgré tout, moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre, c'est de ne pas trop tarder pour s'entourer de sources d'inspiration, parce que c'est ça qui donne envie de se dépasser et qui permet de se donner l'autorisation de se dire, bah si, c'est possible, la preuve, regarde, autour de toi, telle et telle personne y sont arrivées, donc tu peux le faire toi aussi. Donc ça fait clairement partie d'un des blocages qui a été les miens dans cette aventure entrepreneuriale. Et alors du coup, tu disais avoir démarré en janvier 2015. Comment, à l'époque là, janvier 2015, tu étais encore toute seule ou tu commençais déjà à t'entourer ou... Non, j'étais vraiment toute seule. Ouais. En fait, j'ai commencé à m'entourer très très récemment, puisque ça fait même pas une année en fait, que j'ai d'abord suivi une formation sur le marketing et la création de formations en ligne dans un programme d'un infopreneur de renom qui m'a permis Je peux le dire, c'est David Jay qui a une formation devenir infopreneur en partant de zéro, qui m'a permis du coup de rentrer en contact avec des personnes qui comme moi avaient envie de démarrer sur la formation en ligne. Et puis surtout très récemment, je suis rentrée dans un coaching collectif de Romain Cornillon, qui là pour le coup va je pense m'aider à faire des pas de géant. Alors pas toujours confortablement parce que encore une fois l'aventure entrepreneuriale c'est avant tout une aventure personnelle, donc ça fait bouger des lignes et c'est pas toujours super confortable, mais en tout cas je suis persuadée que c'est la clé du succès, en tout cas ça sera ma clé de succès moi pour l'année 2019 très clairement. Ce qui est fou, donc si je reprends un petit peu le parcours, c'est que en 2015 jusqu'à 2018, grosso modo, tu as passé 3 ans à avancer toute seule, mais tu as quand même écrit ces 2 livres. C'est à peu près ça, hein, les livres sont sortis à peu près dans cette période? Oui, le premier est sorti un an après, en octobre 2016, et le deuxième en septembre 2017. Okay. Et oui, très 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 seule. Surtout que quand on démarre, ou en tout cas moi, je vais parler de moi. Moi, j'avais la sensation que je ne pouvais pas déléguer. Il fallait que je fasse tout. Donc j'étais à la fois au four et au moulin, pour reprendre l'expression culinaire qui m'est chère. Et je faisais vraiment tout. Y compris les choses pour lesquelles j'étais pas compétente, donc j'essayais de monter en compétence. Je pense par exemple aux campagnes Facebook, des choses vraiment très très spécifiques. Et du coup, c'est vrai que ces 4 premières années, finalement, enfin en tout cas 3 ans et demi de sûr, ont quand même été difficiles parce que j'avais l'impression que je n'arrêtais pas. Et dans les faits, je n'arrêtais pas parce que j'étais sur tous les fronts à la fois, tant en termes de public à adresser que de problématiques et chantiers à ouvrir, quoi. Donc c'était très très compliqué de ce point de vue-là, à tel point aussi que j'avais
j'avais une forme de désir ardent qui était de trouver un associé, parce que je me disais ça va régler tous mes problèmes, d'arriver à trouver plus de temps, etc. En fait, je l'ai pas trouvé parce que je pense qu'un associé ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et puis je pense aussi que peut-être que j'étais pas encore tout à fait prête sur ce sujet-là. Mais c'est clairement le fait aujourd'hui de me sentir plus entourée d'autres entrepreneurs qui me fait entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et de confiance que ces 3 premières années et demie qui ont quand même été avec la sensation de naviguer un peu à vue, quoi, tu vois, d'avancer, mais un peu péniblement, quoi. Ok. Donc tu as dit tout à l'heure que en démarrant, t'étais parti sur plein de choses différentes, Ouais. D'ateliers dans des maisons de retraite, également dans des entreprises, tout ça. Ouais. Comment est-ce que tu vas te réorienter, on va dire, sur les prochains mois ou cette année 2019? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui, en termes d'impact et, enfin voilà, c'est quoi la direction que tu vas prendre pour peut-être au niveau chiffre d'affaires aussi? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ou qu'est-ce qui te plaît le plus et voilà. Alors, je vais pas répondre en termes de qu'est-ce qui me plaît le plus, parce qu'il se trouve que tous ces publics sont extraordinaires à adresser. Et rétrospectivement, je me dis que tous ont été comme une pièce supplémentaire dans le puzzle qui m'ont permis de montrer que la cuisine thérapie, ça marche avec tout type de public. Donc, encore une fois, je regrette pas du tout de les avoir tous adressés, enfin tous, non, on fait jamais tout, mais en tout cas d'en avoir adressé une grosse partie sur ces 4 premières années. En revanche, pour l'année 2019, ma priorité, c'est vraiment de former de futurs professionnels à la cuisine thérapie. Parce que autant j'ai une existence encore assez jeune, puisque j'attaque seulement ma 5e année aujourd'hui, autant très très vite, dès la 2e année, j'ai été sollicitée par des personnes qui m'ont contactée en me disant la méthode que vous avez créée est super, j'aimerais bien me former. Est-ce que vous développez des formations? Alors sur le coup, au bout de 2 ans, je leur disais non, c'est pas tout à fait prévu encore, etc. Mais j'ai quand même eu la présence d'esprit de prendre leur adresse email, jusqu'à ce qu'un jour je me dise attends, quand la vie t'envoie des citrons, il faut faire de la citronnade. C'est quand même pas possible, tous ces gens qui sont intéressés, alors que tu ne communiques pas dessus, t'as pas un site internet qui est waouh au point que le référencement naturel est dingue et tout. Donc si ces gens viennent à toi, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc du coup 2019, c'est clairement ça ma priorité. Okay. C'est de former toutes les personnes qui ont une appétence pour la cuisine thérapie, qu'elles soient déjà dans la relation d'aide, donc que ce soit par exemple des psychothérapeutes, des coachs, des diététiciens, des naturopathes, sophrologues, etc. Ou bien que ce soit des personnes en reconversion, donc comme moi il y a quelques années, et qui se disent j'ai envie d'apprendre un nouveau métier dans la relation d'aide et j'ai envie d'apprendre la cuisine thérapie. Donc c'est vraiment ça ma priorité pour 2019, c'est de développer cette méthode et finalement de créer alors le réseau, j'aime pas tellement le terme parce que il y a une notion de franchise, alors que je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais par contre, développer le mouvement, quoi, de faire en sorte que demain la cuisine thérapie, ça soit un réflexe, quoi, comme la sophrologie ou l'hypnose pour certains, comme le yoga pour d'autres, que ça devienne vraiment quelque chose qui rentre dans les mœurs, quoi. Okay. Si je reprends un peu, donc grosso modo entre 2015 à 2019, c'était plus destiné à partager ton savoir ou cette nouvelle chose que tu as créée à un grand public. Ouais, c'est ça. Et là, c'est plutôt pour faire de nouveaux professionnels, enfin professionnaliser. Professionnaliser, ouais. Tu vois, il y a un truc qui me vient en parlant avec toi, Vanax, et que ça ne m'est jamais venu jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, finalement, dans les 4 premières années, c'était le POC. Alors, je ne sais pas si ça te parle, le POC. Proof of Concept. Exactement. J'ai l'impression, tu vois, que c'est ça qui émerge, que les 4 premières années, c'était ça. C'était prouver que tout marche, que le concept est puissant, que la méthode fonctionne. Et je l'ai largement prouvé puisque j'ai accompagné en 4 ans 1000 personnes. Donc, 1000 personnes qui ont vécu une expérience cuisine-thérapie entre mes mains et qui en ont été vraiment satisfaites, voire même transformées pour certaines d'entre elles. J'ai eu énormément de retombées médiatiques. Il y a eu ces 2 bouquins, il y a eu toute cette notoriété qui s'est construite ces 4 premières années. Et maintenant, effectivement, il faut passer la seconde. Et puis, il faut développer le réseau pour que il y ait de plus en plus de personnes qui parlent de cuisine-thérapie, qui commencent à proposer des ateliers, animer des ateliers, et puis encore une fois, pour que demain, ça devienne un réflexe presque en termes de développement personnel et d'accompagnement.
Ok. Au niveau des clients qui ont suivi tes ateliers, là, les 1000 personnes, Oui. c'est quoi les bienfaits principaux qui sont ressentis, ou les transformations? Tu parlais de ça tout à l'heure. Mhm. C'est quoi les retours que tu as eu principalement de Alors, ces personnes ils sont vraiment de plusieurs ordres. Si je me focalise sur le grand public, et après je ferai peut-être un petit zoom sur sur les le pros? coaching d'équipe, en fait, cuisiner sans recette, ça permet vraiment de lâcher avec le mental et de se reconnecter avec ses sensations corporelles. Donc de se rendre compte que on habite aussi un corps et que l'intuition, l'imagination, on peut aussi lui faire confiance. On n'est pas obligé de tout passer par le filtre du mental. Dans les bienfaits aussi que ça peut apporter, ça permet de prendre confiance en soi. Quand on se met en cuisine sans recette et qu'on se rend compte qu'on est capable de faire des trucs dingues tout seul, en se faisant confiance, ça autorise à se faire confiance plus souvent dans d'autres domaines que celui de la cuisine. Ça permet aussi de lâcher, enfin de ralentir, d'arrêter d'être en pilotage automatique et de se rendre compte que on est en train de faire quelque chose qui a du sens, donc de remettre un peu de la conscience dans ses comportements. Ça permet également pour des personnes qui ont une relation compliquée, soit avec la nourriture, soit avec la cuisine, de décomplexer un petit peu leur rapport aux ingrédients, de déculpabiliser dans leur relation avec la nourriture, de se sentir plus à l'aise, de les voir pas finalement comme des ingrédients, ces ingrédients, mais de les voir comme des palettes sur une peinture pour pouvoir exprimer quelque chose de soi. Et puis ça permet aussi d'exprimer sa créativité, donc de se rendre compte que on est tous créatifs, quel que soit ce qu'on en pense, on a tous une parcelle de créativité en nous qui ne demande qu'à être encouragée pour pouvoir laisser émerger d'autres choses, encore une fois, que les seules choses qui émergent grâce au mental. Donc ça, c'est vraiment pour le grand public. Et puis après, quand il s'agit d'accompagner des personnes dans du coaching d'équipe, donc au sein de très grands groupes, parce que j'ai eu la chance d'accompagner des personnes chez La Poste, L'Oréal, Casino, Engie, Air France, donc vraiment des grosses équipes, et puis aussi des plus petites structures, voire même des institutions, des collectivités, etc. Ça permet, le fait de cuisiner sans recette avec des collègues, ça permet tout simplement de s'auto-organiser, de se rendre compte que quand on ne sait pas de façon très précise quel est l'objectif, faut se mettre d'accord ensemble sur l'objectif, faut Parce que co-construire. les personnes elles construisent une recette ensemble, donc il y a une notion de team building qui arrive dedans. Ouais, alors c'est plus que le team building en fait, parce qu'effectivement il y a le côté se concerter et passer un bon moment ensemble, mais il y a aussi le côté s'organiser, faire preuve d'agilité ensemble, rebondir sur ce qui fonctionne pas exactement comme prévu, faire preuve de leadership et d'assertivité pour faire valoir son point de vue, ne pas prendre personnellement quand son point de vue n'est pas acquis à la majorité. Donc finalement ça vient re-questionner tous les modes de fonctionnement, qu'ils soient individuels comme collectifs, et ça permet vraiment à l'équipe dans son ensemble de décrypter les ingrédients clés pour bien fonctionner ensemble, où est-ce qu'ils ont bien fonctionné, où est-ce qu'éventuellement il y a une marge de progression. Donc ça va vraiment bien plus loin qu'un team building, c'est plus Okay. un décryptage de comportement, quoi. Excellent. Euh, j'adore cette approche. C'est vrai que on se connaît depuis pas très longtemps Ouais. et du coup cuisine thérapie, ça évoque certaines choses de par le nom, mais concrètement comment est-ce que les choses sont construites et les messages qui sont véhiculés derrière. C'est vrai que c'est des choses que j'avais du mal à cerner. Donc Ouais. je suis vraiment ravi d'avoir toutes ces discussions avec toi en tout cas. Comment par rapport à un public par rapport au grand public, comment Ouais. est-ce que ça s'organise un atelier? Est-ce que tu peux nous donner donc là j'ai noté des choses comme avoir des ingrédients qui sont comme des palettes. Comment ça se passe? T'arrives avec un panier garni pour chaque personne qui arrive dans un cours d'atelier de cuisine thérapie et derrière t'as des sujets pour les Ouais. orienter. Comment Tu as tout compris, c'est exactement ça. En fait, l'atelier, effectivement, j'achète un certain nombre d'ingrédients, de fruits, de légumes de saison, mais aussi de charcuterie, fromage, herbes fraîches, huile, etc. Donc, une épicerie la plus large possible, parce que c'est souvent ça qui va permettre à la créativité de jaillir. Et puis après, en effet, alors, pour être tout à fait exact, dans l'atelier, il y a plusieurs séquences. Il y a d'abord une séquence que j'appelle une séquence d'échauffement, un peu
sensorielle, où l'idée c'est de revenir au côté sensoriel et corporel de la cuisine, donc de lâcher avec la tête et de faire autant que possible table rase de tous les problèmes du moment pour vraiment se rentrer dans cette bulle de créativité. Et puis après, on rentre concrètement par l'intermédiaire de propositions créatives que je fais dans le côté créatif. Alors, pour te donner juste un exemple de proposition créative, ça peut être la courgette voyageuse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avec quoi vous avez envie de la marier? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Et là, progressivement, les gens se jettent à l'eau et pour certains vont faire une courgette avec plein d'épices ou une courgette qui se balade en Italie avec plutôt des ingrédients qui sont colorés Italie, et puis d'autres qui se mettent à creuser la courgette pour en faire un bateau, mettre un mât dessus avec d'autres ingrédients et qui sont plus dans le côté véhicule, le voyage, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que déjà la créativité elle est super protéiforme, et puis que surtout en posant ça et surtout en mettant de la conscience dessus, parce qu'il y a toute une partie verbalisation, feedback, c'était comment vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre création, et il y a des choses qui émergent, parce qu'en fait dans ce processus créatif, et c'est bien connu de tous les artistes. Alors moi, j'en fais pas du tout partie, donc je l'ai expérimenté de façon très tardive par rapport à tous ces gens-là. Mais quand on est dans une phase créative, on parle de flow. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est le côté vraiment, on est tellement accaparé par ce qu'on est en train de faire que le temps plus le temps qui passe. Voilà, on voit plus le temps qui passe. On est complètement perdu dans notre activité. Et donc après, quand on remet de la conscience dessus, une fois que l'activité est terminée, on symbolise. Il y a des choses qui émergent. Il y a des mots qui font surface. Et on se dit tiens, ça sort d'où, et finalement le fait de le verbaliser et de l'expliciter, on tisse des liens pas avec l'aide évidemment de l'accompagnant qui pose des questions, qui reformule, qui aide à préciser des choses et tout. On tisse des liens et on fait des passerelles finalement entre ce qu'on a créé et puis ce que ça peut vouloir dire ou ce que ça peut préfigurer dans notre réalité du moment, quoi. Et évidemment, après, on déguste pour clôturer l'atelier, on déguste tous ensemble à la fin, quoi. Mais c'est pas du tout une obligation. Vraiment, le côté cuisine thérapie, c'est la création et le débrief. La dégustation, c'est si les personnes en ont envie, si ça fait sens pour elles, si elles ont envie de partager avec les autres et tout ça. On n'est pas du tout dans un atelier culinaire classique parce que dès le départ, je pose comme préambule qu'on s'en fiche du résultat, que ce qui compte, c'est ce qu'elles vont avoir envie d'exprimer, ces personnes-là, avec 2 carottes et 3 courgettes. Et ce qui est magique, c'est ce qui peut être exprimé avec 2 carottes et 3 courgettes précisément. Donc, j'adore cette image. En fait, c'est pas l'atteinte du sommet qui est finalement la dégustation qui est importante, mais c'est le parcours pour y arriver qui fait sens. C'est exactement ça. C'est exactement ça, d'autant que dans ce qui sort par moment, alors pas sur un thème comme la courgette voyageuse où en général c'est des thèmes assez anodins, mais ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a souvent une deuxième activité culinaire, et dans la deuxième activité c'est les personnes qui improvisent sur une émotion ou une sensation, quelque chose du moment en tout cas. Et donc là forcément elles descendent d'un cran plus loin dans l'intime, dans quelque chose qui leur tienne à cœur, et là il y a des choses qui émergent. Et dans ces choses qui émergent, il peut arriver qu'il y ait de la colère ou quelque chose de lourd ou de difficile, et souvent, les personnes me disent « mais moi, j'ai pas envie de manger ma colère ». Ok, mais il n'y a pas de problème. On la laisse là. Et c'est pour ça que c'est libre. C'est le créateur, donc l'artiste, le producteur de la création culinaire qui décide si oui ou non il a envie de la manger lui, et si oui ou non il a envie que les autres puissent la déguster aussi. Donc on n'est pas du tout alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de côté convivial parce qu'on est en cuisine, donc forcément il y a nécessairement cet aspect hyper ludique et convivial qui émerge. Mais en tout cas, on n'est pas là pour ça et on n'est surtout pas là pour faire un plat waouh chronométré ou un peu qui épate la galerie et tout ça. On est là pour se reconnecter à soi et à ses sensations, à ses émotions. Ok. Comment est constitué aujourd'hui ton calendrier? Tu as des ateliers que tu organises encore pour le grand public ou vraiment ton focus est que pour professionnaliser la chose? Comment ça s'oriente aujourd'hui? Alors, mon focus aujourd'hui, c'est vraiment pour professionnaliser. Donc, je fais encore à la marge quelques ateliers, mais l'idée, c'est quand même de me concentrer sur cette formation des personnes que je forme à la cuisine thérapie, parce que, mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail de consolider et de concevoir cette formation, et puis ensuite de faire tous les coachings collectifs et individuels pour m'assurer que ces personnes montent bien à bord de la posture de l'animateur cuisine thérapie, se sentent à l'aise,
l'aise, animer aussi le groupe Facebook, le groupe privé Facebook, bien entendu. Donc, passer pas mal de temps à les faire s'approprier et puis vraiment se sentir sereine par rapport à cette posture-là. Donc, aujourd'hui, je réponds à certaines demandes du grand public. J'ai encore des partenariats au niveau grand public qui sont en train de se mettre en place, notamment avec la Valrhona, par exemple, pour le plus récent d'entre eux. Mais c'est plus pour répondre à des demandes plutôt qu'en démarche proactive de ma part. Moi, mon focus de 2019, c'est clairement les formations. Ok. Et du coup, les personnes que tu vas former, que tu vas professionnaliser, ce sont des personnes qui ont quand même assisté à des ateliers ou pas forcément? Bien sûr, oui. En fait, dans la formation est prévu le fait d'assister à un atelier de cuisine thérapie à Paris. Donc, c'est des personnes qui ont bien sûr vécu l'atelier de l'intérieur avant de pouvoir se projeter dans la démarche. En fait, c'était ça ma question, c'est savoir si des personnes qui découvraient aujourd'hui la cuisine thérapie, peut-être au travers d'un de tes livres, se posaient la question, ah tiens, je me lancerais bien dans l'aventure, mais j'ai jamais assisté à un atelier. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou qui est prévu? Ouais. C'est quelque chose qui est possible, qui est intégré de façon obligatoire, enfin qui est prévu dans le cursus de formation. Okay. Mais on peut aussi décider de démarrer par un atelier et puis de se donner le temps de réfléchir après si oui ou non ça fait sens de prolonger avec la formation. Ok. Et donc l'idée pour les personnes qui se professionnalisent, c'est ensuite faire comme toi finalement derrière, proposer eux-mêmes des ateliers au grand public, avoir des contacts avec des entreprises pour travailler tous ces aspects de. Alors j'ai noté team building, mais tout ce qui va, tout ce qui est en plus, tout ce que tu as dit tout à l'heure. Alors en fait, moi je professionnalise vraiment sur le marché, sur la cible grand public. D'accord. Okay. J'ai pas encore créé l'autre formation qui viendra plus tard, mais voilà, aujourd'hui c'est sur le grand public vraiment. Et donc effectivement, l'idée c'est de leur donner toutes les clés pour que non seulement elles puissent s'approprier la méthode, mais qu'elles puissent aussi la faire sienne, enfin leur en gros, qu'elles puissent se sentir de l'accorder avec d'autres outils qu'elles ont déjà à leur arc, type pour les diététiciennes des approches au niveau de la perte de poids ou des choses comme ça. Donc elles puissent vraiment s'approprier tellement la méthode qu'elles soient capables de la personnaliser et de l'utiliser comme bon leur semble finalement, dans le respect d'une charte bien sûr de valeurs de cuisine thérapie, mais voilà, pour pouvoir l'utiliser avec leurs propres clients ou des clients qu'elles vont imaginer de leur propre chef. Ouais. En fait, tu proposes un cadre d'avancement, mais dont les limites peuvent ensuite être élargies en fonction Tout à fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'avais pas eu envie de franchiser, parce que franchiser, pour moi, en tout cas, ce que je mettais derrière, c'était le côté flicage, quoi, vérifier que ça répond bien à des critères de qualité, de satisfaction client et tout. Et je me dis non, c'est très conforme finalement à l'art-thérapie. L'art-thérapie part du principe que, en tout cas, l'art-thérapie humaniste, qui est celle que je pratique, part du principe que les personnes ont les ressources et l'autonomie nécessaires pour trouver les réponses elles-mêmes. Et bien, moi, de la même façon, je pense que les personnes que je suis en train de former, qui sont 15 à aujourd'hui, elles ont toutes les capacités, les ressources et l'autonomie nécessaires pour faire un projet cuisine thérapie. Et elles le feront peut-être au sein d'une institution spécialisée pour des personnes en surpoids. Elles le feront peut-être en plus de leur activité de naturopathe ou de sophrologue, et peu importe, tant qu'elles le font avec des valeurs qui sont celles de la cuisine thérapie et qui sont des valeurs qui vont te sembler tomber sous le sens, mais bienveillance, non-jugement, respect du rythme du client, le fait qu'on ne sait pas pour l'autre, qu'on est humble par rapport à ça, tant qu'elles sont dans cette veine-là, moi, j'ai pas d'état d'âme sur comment est-ce qu'elles vont utiliser la méthode et comment elles vont éventuellement l'adapter à leur sauce. D'accord. C'est quoi ta vision est-ce que tu as un objectif d'élèves formés d'ici quelques temps? Enfin, tu parlais tout à l'heure de 1000 personnes au niveau du grand public qui ont assisté à un atelier. Là, tu disais avoir 15 personnes qui sont en phase de professionnalisation au travers de ton programme. Comment tu te vois dans 1 an, 3 ans? Dans 1 an, j'aimerais bien que on soit une cinquantaine
en France, voire une petite centaine, en tout cas entre ces deux chiffres-là, 50, 70, quelque chose comme ça, de personnes aptes à développer des ateliers cuisine-thérapie ou ayant en tout cas démarré la formation. L'idée étant après, à très court terme, c'est qu'on puisse aussi l'élargir à d'autres pays. Alors, la cuisine-thérapie est déjà en train de s'implanter au Québec, puisque dans les dernières personnes que je viens d'intégrer, il y a une personne qui habite, enfin qui est québécoise d'ailleurs, qui habite dans la région du Québec. Mais l'idée évidemment, c'est de pouvoir développer ce concept déjà dans les pays francophones, parce que je suis assez sollicitée aussi par la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et puis aussi le développer après sur les marchés anglophones dans un second temps, quoi. Donc c'est vraiment l'optique de développer le mouvement. Un peu, en fait, je prends souvent cet exemple-là, un peu comme l'hypnose il y a quelques années. Il y a quelques années, quand on disait hypnose, les gens, ça leur faisait peur parce qu'ils s'imaginaient les grands shows hypnose qu'on voyait à la télé. Aujourd'hui, quand tu dis que tu as envie d'arrêter de fumer, tout le monde te dit, t'as pas essayé l'hypnose. C'était devenu une évidence. Et c'est tout un travail pour que ça devienne une évidence. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ce travail, je pouvais pas le faire toute seule. Je peux pas être toute seule à m'égosiller sur la cuisine-thérapie. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de former ces personnes-là pour qu'on ait tous plus d'impact et qu'on puisse proposer cette méthode qui est ahurissante à d'autres personnes que les seules personnes qui sont tout autour de nous, quoi. Ouais, j'adore le message, j'adore l'idée d'aider des personnes à se professionnaliser tout en aidant ton message à s'étendre au travers les différents pays francophones et plus par la suite. C'est ça. C'est un formidable véhicule que tu utilises là. Comment est-ce que les gens te connaissent? Enfin, donc on a parlé de livres, on a parlé de ton blog. Comment ça se passe pour que ton message ensuite que d'autres personnes puissent s'intéresser à la cuisine thérapie? Comment les gens te découvrent? Alors, les gens m'ont beaucoup découvert les premiers temps, donc par les bouquins, et puis aussi j'ai eu pas mal de retombées médiatiques, parce que mine de rien, quand tu parles de cuisine et de développement personnel aux médias, tu as tout de suite des oreilles qui se dressent. Donc ça intéresse nécessairement les gens, enfin les médias, et il y a eu pas mal de choses de ce côté-là. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire reportage? Ça veut dire des articles? Des articles, de la radio, aussi bien en France avec France Culture qu'en Suisse, avec des émissions suisses qui sont super, d'ailleurs que je connaissais pas et qui sont vraiment super. Mais après des magazines genre Psychologie, Libération, Femmes Actuelles, Psychologie Positive. Et j'ai eu un petit reportage sur M6 aussi au tout démarrage. Donc beaucoup de retombées, de notoriété. Après, je pense que c'est par rapport à ce qu'on disait au préalable, c'est aussi accepter d'ouvrir ses ailes. C'est une image que j'ai, je sais pas si elle est très parlante, mais de prendre sa place. Moi, j'ai eu quand je te disais que c'est aussi et avant tout une aventure personnelle, l'entrepreneuriat. Moi, il m'a fallu presque 2 ans et demi. En tout cas plus de 2 ans, pour arriver à dire que j'étais la pionnière de la cuisine-thérapie. C'était un gros mot pour moi. J'avais du mal, j'avais l'impression que je ramenais la couverture à moi, que je piquais la place de quelqu'un, alors qu'il y avait personne sur cette place-là, puisque ça n'existait tout simplement pas. Mais j'avais vraiment beaucoup de mal à endosser le costume. Et ce qui fait que j'ai passé aussi un certain nombre de mois un peu difficiles à me dire, mais le costume, il est trop grand pour moi, il est pas dimensionné pour moi, ou voilà. Et c'est pour ça que je te disais que c'est vraiment c'est très lié au personnel. Moi, sans rentrer dans les détails, mais j'ai une sœur jumelle, et je pense que dans le côté de ne pas attirer la couverture à soi et ne pas prendre trop de place, il y a aussi quelque chose qui est lié à la gémellité, sans doute. Je fais pas de la psychologie de comptoir, mais bon, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et très clairement, les retombées médiatiques qu'il y a eu au démarrage, je pense qu'elles sont arrivées de façon précoce par rapport à ce que moi, je pouvais enquiller derrière. Voilà. Et donc, du coup, j'ai très peu communiqué dessus. J'étais assez discrète sur toutes ces retombées-là, alors que franchement, quand je me retourne, je me dis mais c'est dingue ce qui s'est passé en 4 ans, quoi. Donc voilà, j'ai peut-être fait preuve de beaucoup de timidité et de beaucoup de pudeur, alors que peut-être il aurait fallu faire un peu plus de ramdam pour mieux faire connaître ce beau bébé-là, parce que vraiment, pour le coup, c'est un concept dont je suis très fière. Enfin, moi, je suis sidérée 4 ans, plus de 4 ans après, de voir à quel point
une carotte et une courgette peuvent laisser émerger des choses quand on se donne l'autorisation de s'exprimer avec, quoi. Bon, j'ai une carotte ou une courgette, mais ça peut être une poire et un morceau de fromage, peu importe. Mais voilà, comment quelques ingrédients, a priori super banals, quotidiens, routiniers, peuvent nous permettre de nous exprimer différemment, quoi. Quand on passe par le corps et puis le sensoriel, c'est assez, c'est magique, moi je trouve. Il y a quelque chose de magique dedans. Après, comme tu le disais tout à l'heure, le rythme d'évolution a été le tien, mais en tant que pionnière, je pense que c'est tout à fait normal et le fait que tu prennes ton temps pour étendre ton message, Ouais. il y a pas de mal à ça. Non, mais ça, j'en suis, je le dis aujourd'hui. Il y a eu quelques mois, au tout début de l'année 2018, un peu compliqué, où je me disais, mais tu donnes, je vais faire un raccourci volontairement radical, hein, mais je m'étais dit, tu donnes la cuisine thérapie à l'atelier des chefs, en 6 mois, ils sont millionnaires. J'exagère, Oui, tu vois, mais okay. et voilà, et je me disais, mais c'est que tu sais pas t'y prendre, c'est que t'oses pas, t'es encore pétrifié par toutes tes croyances par rapport à l'argent aussi. Enfin, je sais que tu en es aussi passé par là parce que j'ai regardé une des interviews que tu avais faites. J'ai l'impression que c'est un espèce de leitmotiv chez les entrepreneurs, quoi. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport au fait de gagner sa vie, d'accepter de faire mieux que ses parents, voilà, il y a tout un questionnement autour de ça aussi qui est assez fort chez moi en tout cas. Bah, je pense que c'est fort chez toi, mais ça l'a aussi été chez moi, oui. aussi étant le premier entrepreneur entre guillemets de personnes que je connaisse, tu vois. Et je pense que c'est un message qui parle à pas mal de personnes qui écoutent ce podcast, ou j'ose l'imaginer. Je pense que c'est le cas. Mais ouais, devenir entrepreneur, c'est pas facile. On parlait de croyance. T'as parlé à plusieurs reprises de croyance. J'en parle aussi régulièrement, de notions de rapport à l'argent. Et je pense que, en francophonie, d'une manière générale, je pense que ce sont l'entrepreneuriat est moins développé que dans les pays anglo-saxons. C'est sûr, ouais. Et il y a un vrai travail. On n'est pas les premiers entrepreneurs, heureusement, mais ouais, il y a un vrai travail à faire au niveau mentalité, au niveau croyance, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui osent pas passer à l'action, parce qu'il y en a beaucoup, j'en suis persuadé. Et que ce soit de l'entrepreneuriat normal ou de l'entrepreneuriat sur Internet, le combat est le même. Les croyances sont les mêmes. Ouais. Et en même temps, c'est passionnant, hein, parce qu'on parle de combat, de choses difficiles et tout. Évidemment, il y a des moments difficiles, mais globalement, moi, je re-signerais, mais exactement la même chose si c'était à refaire. C'est juste que je trouve qu'on parle assez peu du côté tout ce que ça vient bousculer, mais bousculer aussi positivement, hein, mais ça vient bousculer les relations avec ses parents. Enfin, le regard qu'on a encore envie qui pose sur nous 40 ans passés, à 40 ans passés, c'est quand même c'est symptomatique, je veux dire. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans l'aventure entrepreneuriale, en plus de l'impact, en ce qui me concerne en tout cas, de l'impact que j'ai envie de transmettre grâce à la cuisine thérapie, c'est aussi comment moi je grandis dans cette aventure-là, comment je me déleste de choses qui ne m'appartiennent plus, comment je fais mienne d'autres qui me semblent vraiment hyper importantes, comment j'arrive à me dédouaner de certains regards, etc. Enfin, c'est ça qui est passionnant. Enfin, moi, pour le coup, si c'était à refaire, je referais tout pareil, parce que, enfin, avec peut-être quelques petits aménagements d'accélération à certains moments ou quoi, encore que je suis même pas sûre. Mais voilà, et c'est vraiment, moi, si j'avais un message à faire passer à tes auditeurs, c'est que faut y aller, ne serait-ce que pour ce plaisir de mieux se connaître soi, de comprendre comment on fonctionne, où est-ce qu'on bug, n'ayons pas peur des mots, où est-ce qu'on se sent plus vulnérable, et se sentir grandi de toute cette aventure, quoi. Ouais. Et tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, t'as parlé d'aventure personnelle, et moi c'est vraiment un terme que je considère comme aussi mien. Enfin, c'est aussi un vrai parcours personnel, semé d'embûches, de challenges. Mais c'est parce qu'il y a ces embûches et ces challenges que l'aventure elle est passionnante, quoi. Si tu avais un objectif et que tu l'atteignais directement, ce serait pas drôle. C'est parce que tu trébuches de temps en temps, que tu apprends à te relever, et c'est parce que tu apprends à te relever que tu deviens plus fort, et que c'est passionnant. Donc il y a beaucoup de choses, de remise en question dont tu as parlé, de choses comme ça qui m'ont qui ont aussi fait partie de mon propre parcours. J'adore
j'adore partager de ces choses-là avec les différentes personnes. Et ce qu'on se disait en off, c'est bah oui, dans toutes les interviews que je fais, il y a effectivement des belles réussites dans le making money, des personnes qui sont dans la santé, des personnes qui sont dans l'immobilier, des choses comme ça. Mais moi, j'adore aussi voir des parcours qui sortent un peu de l'ordinaire sur des thématiques soit qu'on ne soupçonne pas où on se dit bah ça peut pas marcher sur Internet. Mm. Et du coup échanger sur la cuisine thérapie, un sujet dont tu es la pionnière, c'est vraiment passionnant. Ouais, merci. La question que je me pose depuis le début, c'est du coup quand tu invites des gens aujourd'hui, Ouais. est-ce que tu mets plusieurs semaines à préparer ton menu? Ouh là là, non, mais quand je te dis que j'ai vraiment changé, aujourd'hui, quand j'invite quelqu'un, je ne sais pas le matin ce que je vais faire pour le soir. Et tu te lèves plus à 6 heures du matin? Ah non, et je me lève plus à 6 heures du matin et je ne cuisine plus avec recette, mais vraiment plus jamais. Et ça me fait pas, les rares fois où je me dis bon là quand même arrête, tu risques de bugger. J'ouvre un livre et je le referme aussitôt pour ne serait-ce qu'avoir les proportions en tête, mais ça me fait pas plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de créer, c'est de lâcher prise avec cet objectif qu'on se met martel en tête et tout. Et non, aujourd'hui, non, quand je reçois à dîner, c'est freestyle du début à la fin, quoi, clairement. Génial. Ça fait rien. Et tes invités Et sont contents quand même? ils sont contents quand même. Ouais, non, mais je pense que c'est moi qui me mettais la pression. Les gens trouvaient ça super, mais je me suis jamais considérée comme une cuisinière hors pair non plus, hein. Mais par contre, il fallait que je fasse tout maison, de l'apéro au dessert. Et puis surtout, quand on me proposait mon aide, de l'aide, je veux dire, je disais non, je m'en charge, Je veux gérer. je veux gérer, je veux tout gérer. C'était une façon aussi de tout contrôler, de contrôler que le dessert allait être équilibré par rapport à l'entrée et le plat. Enfin, tu vois, le côté un peu psychorigide que je pouvais avoir sur cette thématique-là, quoi. Donc non, j'ai foncièrement changé. Et au-delà de la cuisine, je sens que je suis plus relax, moins contrôlante et plus spontanée sur plein de choses de ma vie, par ailleurs. Tu parlais de confiance en soi aussi tout à l'heure. Le fait de cuisiner sans recette, c'est un petit peu ça. Quand tu étais dans cette optique de préparer tes menus plusieurs semaines en avance, c'est que tu voulais que ça soit parfait et t'avais pas confiance en toi. Enfin, tu manquais peut-être de confiance en toi. Il y avait sans doute un côté de cet ordre-là. Il y avait aussi le regard de l'autre qui devait me peser, tu vois, faire un truc parfait. Le fait de vouloir être parfait, ouais. Voilà. Et je pense que vraiment cuisiner sans recette, ça a quelque chose de magique. Je me souviens d'une personne qui était venue en atelier et qui, au démarrage, m'a dit qu'elle se sentait pas très bien, qu'elle était pétrifiée, que son mari cuisinait beaucoup, que sa mère cuisinait beaucoup, et qu'elle savait rien faire, etc. Je l'ai encouragée à se livrer quand même à l'exercice. Et au bout de toujours cette pression du regard de l'autre. Là, tout à fait, ouais. Et au bout de 3 heures d'atelier, sa conclusion, j'ouvre les guillemets, elle me dit, bon, je serai peut-être jamais un grand chef, mais je suis capable de donner du plaisir aux gens en cuisine. Ouais. Ça, rien que de te le redire, je suis hérissée de frissons et je me dis, mais cette personne, elle n'a pas besoin de refaire un atelier. Elle a décrypté elle a fait péter un verrou, quoi, qu'elle est capable de cuisiner, de donner du plaisir aux gens et que ce soit top chef, peu importe. D'ailleurs, j'ai un slogan. Moi, je dis souvent que la cuisine thérapie, c'est pas top chef, c'est stop chef. Parce que c'est vraiment le côté arrêtez avec ces injonctions, arrêtez avec cette course à la performance, avec ce résultat à tout prix, etc. Faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous confiance. Écoutez votre corps, écoutez vos sensations. Elles ont quelque chose à vous dire sur qu'est-ce qui va ou pas ensemble. Et c'est pas dans les livres qu'on le sait, ça. C'est en goûtant et en disant bon, ça manque un peu de ci. Tiens, je rajouterai une pincée de ça, une touche de ci, et faire quelque chose qui nous plaît à soi avant tout, quoi. Être capable de se reconnecter à ses envies propres, quoi. J'adore Stop Chef. J'adore ça. J'adore ça. Ouais. Manu, je termine mes interviews par 3 questions. Ouais. La première question, c'est est-ce que tu as récemment acheté un objet qui vaut moins de 100 € que tu conseilles à tes amis ou à ton entourage? Ça peut être un livre, ça peut être un objet. Alors, oui. Alors, c'est un livre. C'était il y a quelques années déjà, parce qu'en fait, je pense que c'est ce livre, quand j'essaye rétrospectivement de voir d'où vient la cuisine thérapie. Ouais. Je pense qu'il y a un livre il y a eu un avant et un après. Alors, malheureusement, j'ai pas les auteurs en tête. Ça s'appelle Le Sentier des Utopies. C'est un couple un photographe et une journaliste qui font le tour d'Europe et qui, donc, appareil photo à l'appui et interview à l'appui, se rendent compte qu'il y a des façons de faire différentes.
différentes. Donc il y a moyen d'apprendre sans aller à l'école, il y a moyen de se mutualiser des villages pour se partager les logements et faire en sorte de faire du troc pour ne pas être forcé de passer par les espèces sonnantes et trébuchantes. Enfin, c'est plein d'initiatives dans le vivre ensemble ou dans l'éducation ou dans la sphère aussi politique avec des actions qui sont mises en place. J'ai refermé le bouquin en me disant mais c'est pas possible, on m'avait pas dit ça. On peut faire différemment. Et vraiment, ça a été ça ma conclusion. On peut faire différemment. Et je suis partie en Nouvelle-Zélande 2 mois après. Et je pense que j'ai été nourrie de ce truc, de me dire, mais si on m'avait dit qu'on pouvait ne pas aller à l'école et qu'on pouvait apprendre. Enfin voilà, ça a été une révélation de ce côté-là. Et du coup, je l'ai pas mal offert ce bouquin-là parce que je le trouve très. Ben écoute, je le connaissais pas, donc j'ai vérifié là les Sentiers de l'Utopie, Isabelle Fremont et John Jordan. C'est ça. Donc, ok. C'est pas un livre qui est très connu, mais en tout cas que je connaissais pas. Ouais. Ok, ben merci pour cette recommandation. Ouais. Les Sentiers de l'Utopie. La deuxième question, c'est est-ce que tu as eu un échec dans le passé qui à première vue est vraiment un échec, mais qui avec une prise de recul s'est transformé en succès ou qui t'a permis de paver la voie d'un succès? Oui, j'ai avant de créer la cuisine thérapie, j'avais fait une suspension de mon contrat de travail alors que je travaillais chez Engie pour créer une boutique de décoration et d'artisanat asiatique à Paris. J'étais pas du tout du milieu, j'avais jamais fait de commercial de ma vie, même si j'ai fait une école de commerce en formation. Donc j'ai ouvert une boutique, j'ai fait de l'import d'objets, de tissus qui venaient du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de Thaïlande, etc. Et j'ai commencé à vendre. Et j'ai tenu 4 ans. Parce que le chiffre d'affaires progressait un petit peu d'année en année, mais pendant 4 ans, j'ai jamais réussi à me payer. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit. Je rentre au bercail, donc j'ai réintégré mon poste chez Engie. Je l'ai pas vraiment vécu moi comme un échec, mais les gens me le renvoyaient comme un échec en me disant ça va, t'es pas trop déçu, ça a été dur, j'imagine. Enfin, il y avait vraiment un regard qu'on portait sur moi qui était vraiment le regard de quelqu'un qui rentre, mais un peu avec le moral dans les chaussettes et la sensation de pas avoir réussi. Et en fait, pour moi, c'est clairement un facteur clé de succès pour la suite parce que déjà, moi, j'ai eu la sensation, ça m'a donné une confiance en moi vraiment très forte. Je me suis vraiment dit, mais pour moi, c'est pas un échec. J'ai réussi à faire tout ça, quoi, à créer un truc from scratch, à faire de l'import, à me gérer mes stocks, à faire mes vitrines, à gérer du commercial, du marketing et tout ça. Donc pour moi, c'était vraiment un succès rien que ça. Et puis surtout, j'avais l'impression que j'avais plus rien à prouver, que j'avais pas besoin de reconnaissance de la part de mon chef ou des supérieurs parce que je m'étais prouvé que j'étais capable de ça. Et je pense que ça a pavé la voie du succès pour la suite. Enfin, c'est l'avenir qui le dira, mais je l'espère en tout cas, parce que du coup, je me suis vraiment dit pour la cuisine thérapie, il faut que je me prépare, faut que je me forme le mieux possible pour vraiment aborder ce nouveau métier du mieux que je peux. Et c'est pour ça que j'ai fait les formations relations d'aide, art-thérapie, etc. Pour me sentir outillée, quoi. Donc, je pense clairement que... Parce que sans cette expérience de boutique artisanale, là, tu aurais pas attaqué la cuisine thérapie de cette façon et tu te serais peut-être, entre guillemets, planté beaucoup plus tôt ou tu n'aurais pas réussi à... Ouais, ou je me serais peut-être pas lancée, en fait, voilà. simplement parce que l'écart était tellement grand par rapport... Autant créer une boutique, c'était déjà... voilà. Mais au moins, ça avait le mérite d'exister. On sait ce que c'est une boutique, on sait ce que c'est que l'artisanat asiatique. Là, la marche était tellement grande que je l'aurais peut-être pas franchie si j'avais pas eu cette expérience... alors, j'arrive pas à dire malheureuse parce que franchement, je me suis éclatée pendant 4 ans, mais en tout cas, cette expérience pas fructueuse sur le plan financièrement. Ouais. Ouais. Ok. Très bien, merci pour ton partage. Et dernière question, si tu avais un panneau publicitaire géant, que dirait-il et pourquoi? Il reprendrait une expression, une citation que j'aime beaucoup, qui est je suis en train de perdre le nom, donc tu vas être aussi obligé de regarder. C'est un moine américain qui dit « Quand nous trouvons la place qui est la nôtre, nous découvrons que nous sommes inébranlables ».
Et j'aime beaucoup cette citation parce que trouver la place qui est la nôtre, ça peut prendre du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et cette place, en plus, il faut l'ajuster, l'affiner au cours du temps, etc. Mais pour le coup, ce que j'ai vraiment mesuré, c'est qu'en effet, quand on trouve la place qui nous ressemble, qui nous convient, celle où on peut s'épanouir, ça donne un côté inébranlable. Moi, j'ai l'impression que rien peut m'arrêter, que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie aussi, la cuisine thérapie, c'est la première fois de ma vie que je suis capable de me projeter aussi loin, et que du coup, ça donne vraiment ce côté hyper ancré, quoi, hyper inébranlable, où on se dit, on sait où on va, quoi. Donc, c'est ce que je souhaite à tous les auditeurs qui t'écoutent, qui nous écoutent, de trouver la place qui est la leur, en fait. Génial. Du coup, tout à l'heure, tu disais, dans un an, avoir entre 50 et 100 professionnels de la cuisine thérapie. Si on étend le message, puisqu'on va jusqu'à la fin de ta vie, quand tu auras 90 ans, c'est quoi la place de la cuisine thérapie dans le monde? Alors, je sais pas, j'ai du mal encore à me projeter en nombre de personnes parce que tu vois, typiquement, je saurais pas dire combien il y a de sophrologues en France, combien il y a de naturopathes, etc. C'est plus en termes de comportement que demain, quelqu'un qui a un problème, qui a quelque chose à dépasser, qui va pas bien dans sa vie, qui se dit tiens, la cuisine thérapie, si j'essayais ça. C'est une solution possible, que la cuisine thérapie finalement devienne aussi familière pour tout le monde que l'hypnose, que le fait d'aller chez l'ostéo, que le fait... Exactement. Que ça devienne une méthode de développement personnel. Connue et reconnue. Connue et reconnue, exactement. Et que demain, tout le monde sache ce que c'est, et que après-demain, ça soit disponible partout, qu'on n'ait pas besoin d'aller dans les grandes villes pour faire de la cuisine thérapie, ce qui d'ailleurs est déjà pas le cas aujourd'hui, puisque les personnes que je forme, elles sont pas spécialement dans des grandes villes. Mais voilà, qui est cette espèce de réflexe, en fait, de se dire, je vais pas bien, tiens, la cuisine thérapie, ça peut peut-être m'aider. Qu'il y ait cette familiarité qui se soit créée. Génial. J'adore la vision. Et puis j'admire le parcours en tant que pionnière. Je trouve ça vraiment génial et je trouve ça d'autant plus exceptionnel de pouvoir t'interviewer maintenant, alors que on n'est que aux prémices, au balbutiement à la naissance de la cuisine thérapie. Donc merci beaucoup, Emmanuelle, d'avoir pris le temps de m'accorder cette interview. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci à toi, Vanak. Et puis on se dit à très bientôt. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? Le dernier mot, ce serait oser vous écouter, quoi. Oser vous faire confiance. C'est autour du terme oser, quoi. Super. Oser lever le voile sur tout ça et se demander ce dont vous avez vraiment envie. Génial. Merci Manu. Merci à très bientôt. À toi, Vanak. À très bientôt. Au revoir. Salut. Voilà pour cette interview avec Emmanuelle. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'interviewer. J'adore ce concept de cuisine thérapie et j'adore la façon dont elle aborde ce sujet au niveau business. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout au long de ces épisodes, mais il y a une constante dans la réussite des différentes personnes. Et cette constante, c'est le fait de bien s'entourer. Si vous avez été comme moi il y a quelques années, où vous étiez dans cet état d'esprit de succès habituel dans notre société qui est il faut faire de longues études, il faut avoir un emploi de salarié, un CDI pour bien réussir sa vie, etc., etc., eh bien, c'est pas toujours facile d'emprunter la voie de l'entrepreneuriat, tout simplement parce que les personnes qui nous entourent vont nous décourager plutôt que nous encourager, tout simplement parce que ça ne reflète pas leur perception du monde, ça n'illustre pas en fait la voie de l'entrepreneuriat, ça n'est pas une possibilité de s'épanouir pour beaucoup de personnes, ou en tout cas pour beaucoup de personnes qui m'entouraient à une certaine époque. Et pour le coup, l'une des clés de la réussite pour un entrepreneur ou pour un nouvel entrepreneur, et je dirais même plus pour un entrepreneur sur le web, c'est le fait de bien s'entourer, de s'entourer avec des personnes avec le même état d'esprit, de s'entourer avec les personnes qui veulent aller à peu près vers les mêmes objectifs. C'est souvent ce que je dis, ce que j'appelle s'entourer avec des winners, s'entourer de winners et pas de winers.
des whiners, en anglais, to whine, ça signifie se plaindre. Donc effectivement, les whiners sont les personnes qui se plaignent souvent. Et malheureusement, en France, en tout cas aux yeux des étrangers, la France est vraiment le pays des grèves, le pays où tout le monde se plaint lorsque ça ne va pas. Et je pense que malheureusement, pour beaucoup de Français, ça paraît normal de se plaindre quand ça ne va pas. Sauf que quand on se plaint souvent, ou en tout cas quand on a des gens qui autour de nous se plaignent souvent, on va nous avoir tendance à faire un petit peu la même chose, à se plaindre nous aussi également. Et c'est pour ça que s'entourer de winners, et ça rejoint cette idée d'épigénétique, ça rejoint cette idée dont je vous avais déjà parlé, ça rejoint l'idée que Jim Rohn partageait, qui était que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, et que du coup, si vous voulez réussir dans un domaine, autant mettre toutes les chances de votre côté, en vous entourant de personnes avec le même état d'esprit de winner, le même état d'esprit de champion. Si aujourd'hui vous vous sentez seul, si aujourd'hui vous avez ce projet de mettre en place un business en ligne mais que vous trouvez que c'est compliqué parce que vous n'êtes pas bien entouré, surtout n'hésitez pas à me contacter, réécoutez peut-être l'épisode 35 il me semble, où je l'avais fait avec des personnes de mon mastermind, des personnes qui qui se côtoient, j'allais dire de manière hebdomadaire, mais c'est même plus que ça, c'est quasi de manière quotidienne pour avancer dans leur projet, pour faire en sorte que leur business passe à la vitesse supérieure. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez avoir un entourage qui vous encourage et non un entourage qui vous décourage, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en m'envoyant un petit mail à l'adresse suivante, donc contact@webcreator.com, contact@webcreator.com, ou sinon vous aurez toutes les informations sur le site internet, sur le site de cet épisode, sur l'article dédié à cet épisode, et ce sera sur l'URL webcreator.com/WCA037, webcreator.com/WCA037. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.